Bonjour, c'est Marlène. Alors, avant de vous parler de la 4e étape, je vais vous faire une petite préparation, je vous dirais, parce que beaucoup de gens ont peur de la 4e étape, qui en somme est un inventaire rigoureux de nous-mêmes, minutieux, rigoureux de nous-mêmes. Mais cela comprend beaucoup, oui, on va regarder nos ombres, mais on va regarder comment les ombres se sont installées dans la 4e étape, comment les dépendances se sont installées, comment les schémas se sont installés. Parce qu'en fait, quand on regarde nos traits de caractère, c'est certain qu'il fut un temps où on avait un regard judéo-chrétien. Je pense qu'un des avantages qu'on a aujourd'hui d'avoir un peu les étapes expliquées, c'est que oui, ça peut sembler, moi j'ai jamais cru, j'ai toujours trouvé, je pense, le moyen de regarder les étapes sans en faire une question chrétienne. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec ça. Si jamais vous voulez en entendre parler, j'ai entre autres fait des capsules des étapes 1 à 3 pour expliquer ça. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est toute la question des agressions sexuelles, des abus sexuels avant de faire une 4e étape. Parce que ce sont des très gros morceaux et on ne peut pas penser qu'on va arriver en 4e étape puis qu'on va régler tous nos problèmes. Puis on ne peut pas non plus, c'est pas sain, de stresser pendant des semaines et des mois avant de faire une 4e étape parce qu'on ne veut pas aborder ces questions-là. Je vous dirais, si vous ne voulez pas les aborder en 4e étape, il va falloir les aborder avant, soit si vous avez la chance de voir un spécialiste, sinon, minimalement, avec une confidente, un confident ou un parrain, une marraine. Parce que beaucoup de dépendants consomment depuis qu'ils ont vécu des agressions sexuelles. Beaucoup ont vécu des agressions dans leur enfance, dans leur adolescence, en ont jamais parlé. Et là, tout à coup, alors qu'on serait censé faire une 4e étape en regardant nos traits de caractère, pardon, on se retrouve avec quelque chose qui a une trop grande ampleur. J'aurais envie de vous suggérer, si vous avez vécu des agressions sexuelles, traitez ça à part. Et préparez-vous dans ce sens-là. Parce que j'ai vu trop souvent des personnes ne jamais réussir à maintenir leur abstinence, celle qu'ils avaient choisie pour la dépendance qui les rendait malheureux, pas réussi à maintenir l'abstinence parce que les agressions sexuelles, ça fait des ravages innommables sur les personnes, sur les enfants. Et je vous parle souvent de l'expression des émotions. La 4e étape, c'est une façon d'exprimer, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, de mettre des mots sur les émotions qu'on a vécues. Et quand quelque chose est refoulé depuis 5, 10, 15, 20 ans, j'ai vu des personnes qui avaient 60 ans, qui avaient refoulé ce genre de choses-là toute leur vie, ben, on ne va pas traiter ça avec d'autres choses. On ne va pas regarder ça. By the way, j'ai été jalouse dans ma relation, j'ai été envieuse avec une de mes amies, puis j'ai été agressée sexuellement quand j'avais 5 ans. Non, on ne peut pas faire ça. C'est pas la chose à faire. Il faut voir l'importance. Quand un enfant vit des agressions sexuelles, il peut avoir toutes sortes de façons de faire quand on a peur, quand on n'est pas bien. Les enfants vont faire des choses différentes, mais la plupart des enfants vont figer. Et malheureusement, le fait est que c'était des personnes qui les connaissaient
très souvent, hein, quand on parle de date rape. C'était des personnes qui les connaissaient et donc c'est une personne qui m'aimait, qui était censée me faire du bien, qui m'a fait ça. Alors, c'est pas rare que les enfants ont paralysé devant l'agression, les abus, et qu'ils ont refoulé ça sans en parler à personne, parce que parfois, ils ont eu peur de ne pas être crus. D'autres fois, ils ont eu peur. J'ai vu souvent des hommes qui avaient peur que leur père tue l'agresseur, puis qu'il se retrouve en prison, puis que ça soit un drame. Il y a toutes sortes de peurs que les enfants ont pu avoir, puis qui n'ont pas été capables de nommer qu'est-ce qui s'était passé. Puis parfois, ça a duré longtemps. Et ça, pour un enfant, c'est dramatique. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Ça ne va pas changer en 2030. Ça va rester pareil. Dans 100 ans, ça va être encore pareil. Quand on agresse un enfant, on lui fait un tort épouvantable. Et les enfants qui ont été abusés ou agressés souvent se sentent coupables, se sentent responsables, malheureusement se sentent honteux et c'est la raison pour laquelle ils n'en parleront pas. Alors, toutes les émotions aussi, là, pas juste l'abus, l'agression, les émotions aussi vont être refoulées pendant toutes ces années-là. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que ça ne va pas se régler en 3 heures sur le coin d'une table. Ce sont des rencontres qui vont devoir avoir lieu, qui vont faire en sorte qu'on va approfondir la situation avec la personne. Puis, non, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir en parler juste une fois. Tu sais, les gens, souvent, c'est ça leur réflexe, de dire « Oui, mais j'en ai déjà parlé ». Si tu en as déjà parlé, puis que ça ne te dérange pas d'en reparler, c'est probablement parce qu'il y a une grosse partie qui est réglée, sinon l'ensemble est réglé, parce que ça se règle. Mais si tu n'as pas le goût d'en parler parce que tu dis que tu en as déjà parlé, puis que tu ne veux pas en reparler encore, bien, moi, ce que ça me dit comme professionnel, c'est que ça te dérange encore. Et si ça te dérange encore, c'est important que tu en reparles, même si ça vient brasser des émotions. Ces émotions-là, ça va brasser, ça va sortir encore, puis à un moment donné, il n'y en aura plus. À un moment donné, tu vas pouvoir le dire calmement. Oui, j'ai déjà vécu des abus, j'ai déjà vécu des agressions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je suis allée en thérapie, j'ai regardé telle chose. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que je suis en paix avec ça. Parfait. On ne va pas aller plus loin. Mais avant d'en arriver là, il y a des choses à faire, il y a des émotions à faire débloquer parce que l'abstinence est très, très difficile à maintenir quand on a ce genre de secret-là. Ça, c'est psychologique, c'est spirituel. L'être humain est ainsi fait. Des fois, on n'a pas d'autre raison que ça. Moi, je peux essayer de vous trouver toutes sortes de raisons. Mais la plupart du temps, la seule raison que je vais vous donner, c'est parce qu'on est des êtres humains. Puis un être humain, c'est comme ça. Un être humain qui a été violé, qui a été blessé, qui a été négligé, qui a été agressé, il va en garder des séquelles tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas réussi à régler tout ça. Cela étant dit, on n'est pas obligé d'en parler le restant de nos jours. On peut, il y a des choses qu'on peut faire aussi de façon énergétique ou de façon spirituelle pour se libérer de ça. Mais bon, parler avec un professionnel 1 heure par semaine pendant peut-être quelques années, je pense pas que c'est exagéré. Ou d'en parler de temps en temps. On se fait une parenthèse. Comme je le dis souvent, il n'est pas question de s'étaler.
si on commence à parler des agressions sexuelles à du monde qu'on ne connaît pas, à plein de monde, on en parle le lundi, le mercredi, le vendredi après-midi, on est encore en train de parler de ça. On en parle à sa grand-mère alors que c'est pas la personne pour accueillir ce genre de choses-là. On n'est pas dans quelque chose de sain. Les abus sexuels, c'est quelque chose qui devrait être entendu avec une personne qui est capable de les entendre, premièrement. Il faut s'assurer, si j'ai une confidente ou si j'ai une marraine ou un parrain dans ma fraternité, il faut demander et dire « Es-tu à l'aise? J'ai vécu des abus, j'aurais besoin d'en parler avec quelqu'un. Es-tu à l'aise d'en parler? » J'ai pas besoin qu'on me trouve de solution, j'ai juste besoin d'être entendu et d'en discuter avec quelqu'un, c'est tout. Vous nommez vos besoins. Et si la personne dit « oui, je suis à l'aise », ben vous prenez un rendez-vous ensemble et vous installez une parenthèse. Le rendez-vous, il va commencer à telle heure, il va se terminer à telle heure, puis on arrête de parler de ça alors qu'on l'a déterminé. Je pleure, je finis de pleurer, je remercie de m'avoir écouté, de m'avoir entendu. Et là, après, on peut se prendre un bon café et parler d'autre chose. Parce que si on reste des heures et des heures dans cette dynamique-là, on se fait mal pour absolument rien. Premièrement, après 1 heure, c'est pas pour rien que généralement une séance thérapeutique, ça dure 50 minutes. Parce qu'après 1 heure, là, on se répète. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Ça nous épuise, ça épuise l'autre et ça donne absolument rien. Une rencontre d'1 heure à chaque semaine, à chaque 2 semaines, pendant quelques mois, peut-être quelques années, si c'est ça votre besoin, avec une personne qui a une bonne écoute, ça peut être magique. Vous pouvez vous-même réussir à cheminer au travers tout ça et d'en arriver à être capable d'en parler paisiblement. Cela étant dit, il y a des organismes qui existent aussi pour les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles. Dans votre parcours, si vous arrivez là à un moment donné, bien, vous consulterez ces organismes-là. Mais pour le moment, moi, je vous donne la façon la plus simple pour débuter. Ensuite, on pourra peut-être aborder des sous-thèmes dans la 4e étape, mais c'est absolument important d'être entendu dans qu'est-ce qu'on a vécu, puis de voir où est-ce qu'on se trouve, dans quelle position on se trouve. Parce que je vous dirais que généralement, quand les gens commencent à parler des agressions ou des abus, la preuve que c'est quelque chose de gros, c'est que ça se peut fort bien que vous allez avoir des cravings. Les gens, souvent, vont avoir des cravings, puis en prennent pas conscience. Réalisent pas que j'avais pas de craving, puis là, j'ai pris rendez-vous avec ma marraine pour parler des agressions que j'ai vécues. Puis là, tout à coup, là, j'ai envie de consommer. Ben, c'est ce qui se passe, c'est que vos émotions à l'intérieur de vous, ça brasse. Puis peut-être que vous vous en rendez pas réellement compte. Et là, ça brasse. Fait que ça, ce que ça nous dit, c'est que, vous pouvez faire un petit téléphone pour partager ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez écrire, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Mais ce que ça vous dit, c'est vas-y doucement. Il faut y aller doucement. Parce que si on essaye d'aller trop vite, on retourne à la consommation. Et surtout, je vous dirais, surtout, pas nécessairement surtout, mais les personnes qui ont vécu de l'inceste, c'est particulièrement difficile de passer au travers ça. C'est possible, mais il faut y aller vraiment doucement. Parce que les dépendants, souvent, n'ont pas l'habitude d'aller doucement. Ils sont plus souvent dans l'impulsivité. Ils veulent tout régler pour hier.
Je peux vous le dire, j'en suis une dépendante. J'ai cru très souvent que j'allais pouvoir sauter des étapes puis régler mon problème rapidement. Ben oui, on veut régler le problème rapidement. C'est certain, il n'y a personne qui a le goût de rester dans le mal-être plus longtemps qu'il ne le faut. Par ailleurs, sans y rester plus longtemps qu'il ne le faut, c'est important de prendre le temps. Parce que si vous vous mettez, par exemple, à avoir des idéations suicidaires ou si vous vous mettez à avoir envie de consommer, bien, ça se peut que vous allez tout laisser tomber. Vous allez dire, « Ah, moi, à chaque fois que j'aborde ça, j'ai des cravings, j'ai ci, j'ai ça. » Puis là, vous allez laisser tomber. Puis à un moment donné, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, vous ne serez toujours pas abstinent, puis vous allez vous dire « Comment ça se fait que je rechute tout le temps? » Moi, j'ai vu très souvent des personnes qui font des thérapies. Ils vont en thérapie là, pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois même des fois. Puis, quand on les voit, ils ont envie de consommer tout le temps. Moi, dans ma tête, décider de prendre une abstinence, c'est pour être heureux. C'est pas pour être en obsession puis malheureux tout le temps. Si mon obsession me rend malheureuse, ben je suis aussi bien de continuer de consommer. Je suis encore plus malheureuse que quand je consommais. Alors, l'idée, c'est de voir pourquoi j'ai décidé d'arrêter de consommer et pourquoi j'accepte pas de prendre mon temps pour régler des choses si cela me permet de les régler sans consommer. Alors, c'est important d'y aller tranquillement. Je vous le dirai jamais assez. En ce qui a trait aux problèmes qui sont plutôt reliés aux hommes, c'est la même chose. Parfois, vous êtes en colère contre les féminines, contre le féminin, contre, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, contre votre chum si vous êtes un gars homosexuel. Vous avez toutes sortes de colères et cela vous amène dans des problématiques qui sont plus d'ordre psychologique que physiologique. Si vous avez un problème, on va commencer par vérifier. Ça, c'est le médecin qui va faire ça. C'est pas la thérapeute ou le thérapeute dans son bureau. Le médecin va s'assurer que vous avez votre tuyauterie, comme on dit, que tout va bien au niveau de la tuyauterie. Si tout va bien, entre autres, on va vérifier. Il y a des choses que vous pouvez vérifier vous autres même. Je veux dire, si vous avez des troubles érectiles, puis que vous n'avez pas de problème érectile, que vous vous réveillez le matin avec une érection, que vous avez des érections par ailleurs, puis que vous n'avez aucun problème avec ça, que le problème arrive juste avec votre partenaire, bien ça va commencer à nous parler que le problème est plus psychologique que d'autres choses. Alors ça aussi, c'est un gros problème qui va vous faire consommer très souvent. Ce genre de problème-là amène à la consommation, mais n'apparaîtra pas nécessairement dans votre 4e étape. C'est pas le genre de problème qui apparaît là habituellement, puis c'est pourtant un gros problème, que ce soit des troubles érectiles, éjaculation rapide, éjaculation retardée, panne de désir, etc. Il y a des gros problèmes sexuels qui incitent à consommer et pourtant la personne n'en prend pas conscience. Une personne peut prendre des antidépresseurs qui vont lui donner des troubles érectiles. Elle n'a pas vérifié si c'est un effet secondaire. Le médecin a oublié de lui dire. Et là, tout à coup, elle a des problèmes érectiles. Elle a peur de se retrouver en séparation. Puis, elle va se mettre à consommer parce qu'elle n'a pas trouvé la base du problème. Donc, c'est hyper important. Si je vous le dis, croyez-moi, c'est parce que je l'ai beaucoup entendu.
C'est souvent pas des super gros problèmes qui vont faire qu'une personne va consommer, va avoir des obsessions de consommation ou va retourner consommer. Il y a généralement 5 ou 6 grosses expériences qu'on a eues dans notre vie qui vont faire en sorte que quand on va être confronté à ces situations-là, il y a des cravings qui vont arriver puis on va être à risque d'aller consommer. Comme les problèmes d'abus, d'agression. Alors, mais les problèmes de tous les jours dans la relation de couple, souvent viennent de vieux problèmes qui n'ont pas été réglés. Et là, quand on se retrouve à consommer, croyez-moi, c'est pas tout le monde là, qui a un problème de panne de désir et qui va aller consommer de la cocaïne ou des anxiolytiques. C'est pas tout le monde qui va faire ça. Les gens qui font ça, généralement, c'est les gens qui sentent que le problème est beaucoup plus grave. Ils sentent le problème qui a été refoulé depuis très, très, très longtemps, qui veut remonter. Et c'est là, très souvent, qu'ils vont retourner consommer. Alors, je pense que vous me voyez venir un peu quand je vous prépare à la 4e étape. Parce que si tout ça, ça se travaille en vous, ça vit en vous, et que vous avez peur qu'au moment de faire votre 4e étape, ça va sortir comme un lapin du chapeau, ben, vous pouvez fuir la 4e étape pendant très, très, très longtemps, en vous disant que vous n'avez pas le temps, en vous disant que vous n'avez personne pour vous aider à la faire, en vous disant que vous ne savez pas comment faire. Il y a toutes sortes de moyens avec lesquels on peut s'endormir. Il y a toutes sortes de moyens avec lesquels on peut être dans le déni. Donc, si jamais vous avez ce style de problème de l'ordre de la sexualité, tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, puis là, je peux vous en nommer plein, hein? La pornographie, la colère envers les femmes, la colère envers les hommes, comme je mentionnais tantôt, les maladies transmissibles sexuellement, la honte reliée à ça. Il y a tout plein de problèmes sexuels qui peuvent vous amener une charge émotive, surtout lorsque, plus profondément, dans des temps plus loin, il y a eu des choses qui se sont produites dans votre vie et qui n'ont pas été réglées, ben ça ne va pas se régler comme par magie. C'est pas si difficile que ça à régler non plus. Oui, ça brasse les émotions, mais les émotions, on apprend que c'est un moment à passer. J'ai une émotion, on peut apprendre à vivre avec ça. J'ai une émotion, je suis pas bien, je suis anxieuse. Moi, ça m'arrive encore de me réveiller anxieuse la nuit, là. J'ai rêvé quelque chose, puis là, tout à coup, j'ai de la difficulté, puis je suis mal, puis je suis pas bien. Je me répète, ce n'est qu'une émotion, elle va passer. Lève-toi, va te chercher un verre d'eau, prends de l'air un peu au besoin, tu te recouches, puis quand on se recouche, souvent l'émotion est passée. Les émotions, ça passe. Évidemment, au début, c'est plus long avant de passer parce qu'elles sont trop accumulées. Elles ont été trop empilées. Mais un coup qu'on les a dégagées, là, les principales, après, on est capable de vivre une émotion à la fois, puis ça ne devient plus un drame. Alors, l'idée, c'est de ne pas rester tout seul avec ça. Restez pas tout seul avec ça. Assurez-vous de trouver quelqu'un dans une fraternité. Il y a des réunions tous les jours, un peu partout. Vous pouvez aller faire une réunion, vous trouvez des confidentes, des confidents, et d'ici quelques semaines, quelques mois, avoir quelqu'un à qui vous pouvez adresser ce genre de problème-là. Un coup qu'on aura regardé ça, on verra, vous pourrez m'écrire si vous voyez d'autres choses. C'est des choses qu'il faut préparer avant de faire une 4e étape. Je trouve que c'est extrêmement important parce que ça fausse les choses sinon
et ça risque de vous amener dans un sentiment d'échec et on ne veut pas ça. On veut vraiment que vous viviez des beaux succès dans l'abstinence, dans votre éveil spirituel, dans votre vie à travers les 12 étapes. On veut que vous sentiez que vous êtes mieux dans votre peau, que vous êtes plus heureux, que vous avez des moyens vraiment concrets pour régler vos problèmes quand vous en avez, que vous ne vous isolez plus. Vous êtes capable de vivre dans le monde, de partager qui vous êtes, de vous vivre authentique, de façon authentique et avec de la joie dans votre cœur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour que notre vidéo puisse circuler à travers le monde entier. On se rend compte qu'on a des auditeurs d'un peu partout. Ça fait vraiment plaisir. Continuez, lâchez pas, ne nous lâchez pas, on ne vous lâchera pas. Et merci beaucoup, mon cœur est rempli de gratitude pour la chance que vous me donnez de faire cette belle étape, 12e étape avec vous. Merci infiniment.